On est ici sur la voie F de la gare de Lyon-Péage pour commencer une nouvelle vidéo sur les secrets de la ligne A du métro lyonnais. Pourquoi Péage, me direz-vous? Tout simplement parce que c'est l'un des terminus de la ligne. Allez, on y va sans plus attendre, on commence, c'est parti. En réalité, c'est assez paradoxal de commencer cette vidéo à Perrache, puisque l'existence de la ligne A plutôt commencé à l'autre extrémité de celle-ci, vers le Rond-Bonnevet et Vaux-en-Velin. Mais ça, on en reparlera plus tard. Précisément, la ligne A naît en 1978, en remplacement de la ligne numéro 7 de trolleybus, qui reliait à l'époque Perrache et QC. Mais qui devient saturée, peu importe les heures, et de moins en moins régulière à cause des embouteillages en ville. Inaugurée d'abord entre les stations Perrache et Laurent-Bonnevet, la ligne A sera prolongée d'une station en 2007 à Vaux-en-Velin-la-Soie. On se trouve donc devant la station de métro de la ligne A qui ne s'est pas construite sans difficulté. Si vous regardez attentivement le quai d'arrivée au terminus des métros et que vous comparez la hauteur du sol avec la station du tramway, vous voyez bien que les deux stations sont à la même hauteur. Et pour cause, la station Perrache est située au niveau 0 d'un bâtiment plus que complexe, le pôle d'échange de Perrache. Ainsi, la station de métro se situe au niveau du sol, ce qui fait qu'autour d'elle, tout est déjà occupé. Déjà, le tunnel de garage et de retournement des rames passe dans une des voûtes sous la gare SNCF. Ainsi, à sa gauche et à sa droite, se situe aujourd'hui la voie du tramway et le tunnel mode doux. Au-dessus de la station, la salle d'échange, avec des commerces, mais aussi la gare routière, avec moult lignes de bus. Encore au-dessus de tout ça, se trouvait auparavant la passerelle pour aller jusqu'à la gare SNCF, mais cette dernière a été démolie en 2025, vu que le pôle d'échange est en pleine mutation. Vous l'aurez donc compris, cette station entourée de tous les côtés fait que la ligne A est extrêmement compliquée à prolonger après Perrache, surtout si on rajoute les voies de l'autoroute A6 qui passent juste en dessous du métro. Pourtant, on envisageait bien, à une époque, de prolonger la ligne jusqu'au quartier Confluence, mais la configuration de la station Perrache est l'un des facteurs qui ferait salement augmenter la facture. Pour terminer avec Perrache, si on remet cette vue aérienne, on constate un petit jardin tout mignon sur la photo. Et bien nous voilà justement dans ces petits jardins suspendus où vous pouvez venir attendre votre métro, votre train, votre tramway, votre bus ou même venir flâner sans raison apparente. C'est juste au-dessus du pôle d'échange de Perrache. La station Ampère Victor Hugo a la particularité de posséder des quais très étroits contrairement aux autres stations. C'est dû à la rue Victor Hugo juste au-dessus, qui est très peu large puisqu'elle ne fait que 12 mètres de façade à façade, contre 18 mètres par exemple pour la rue de la République. Or, vous le savez peut-être, les stations de la ligne A ont toutes été construites avec la technique de la tranchée couverte, et elles épousent donc les formes des rues qu'elles traversent. Cette faible largeur n'a jamais trop posé de problème, sauf lorsqu'il aura fallu construire l'ascenseur pour accéder au quai direction Vaux-en-Velin. La configuration étroite de la rue a en effet apporté de grosses difficultés, si bien que les travaux ont commencé début 2014 et qu'ils se sont terminés en mars 2015. Ainsi, une fois inauguré, cet ascenseur est le plus récent à avoir été installé sur la ligne A et il a la particularité d'être implanté dans un immeuble.
Habituellement, les bouches de sortie d'une station de métro sont toujours situées de part et d'autre de la rue. Seulement voilà, qui dit rue étroite dit problème. On est ici rue des Remparts d'Eney et les sorties de la station sont juste derrière moi, comme vous pouvez le constater. Elles ont été relocalisées ici, faute de place dans la rue Victor Hugo. En plus de son étroitesse, Ampère Victor Hugo a été le théâtre de plusieurs trouvailles archéologiques. Les premières ont eu lieu lors de sa construction en 1976, avec des mosaïques gallo-romaines datant du IIe siècle. D'ailleurs, une partie de ces mosaïques est exposée juste ici, à la station Bellecour. Mais une autre trouvaille a eu lieu en 2014 pendant le chantier de construction de l'ascenseur direction Vaux-en-Velin avec la découverte d'une mosaïque antique. Découverte qui est d'ailleurs expliquée en détail sur l'un des murs de la station, juste ici. La station Bellecour est probablement la station qui possède le plus d'accès dans tout le métro lyonnais, avec 10 accès, répartis évidemment un peu partout autour de la place Bellecour. Historiquement, la station Bellecour est marquée par un accident de chantier assez spectaculaire qui n'aura pas concerné la ligne A puisqu'il est survenu en 1987 lors de la construction de la station du métro D. En effet, alors que la ligne D est creusée avec un tunnelier, les ouvriers s'occupent de décaisser l'emplacement de la future station. C'est alors qu'une des parois provisoires de la station s'effondre en ne causant pas de blessés, heureusement. Malgré tout, cet éboulement aura fortement retardé le chantier et restera dans les mémoires comme un incident majeur des travaux du métro lyonnais. La station de la ligne A connu plusieurs rénovations. Au départ, elle ressemblait à ceci. Pas très beau, n'est-ce pas? C'est nul! C'est pourquoi, en 2013, les quais ont été repeints en jaune coquille et en gris, avec un style assez classique qu'on retrouve encore aujourd'hui sur certaines stations. Puis, entre 2016 et 2017, la station a subi une seconde rénovation à hauteur d'1,5 million d'euros, réalisée cette fois-ci par un cabinet d'architectes, pour lui apporter plus de luminosité et d'espace, avec la pose de grands panneaux blancs sur les murs et d'un bandeau lumineux. Mais déjà de base, la station Bellecour est assez grande puisque les quais se prolongent directement jusqu'aux accès vers l'extérieur, et ils sont donc très longs. La station Cordeliers fait partie des exceptions sur la ligne A puisqu'elle est l'une des 3 stations à posséder un passage souterrain sous les voies. Par souci de sécurité, ce souterrain est normalement fermé après 21h, même s'il se peut que vous le trouviez ouvert, tout simplement parce que les agents ont oublié de le fermer. Tout comme Bellecour, la station Hôtel de Ville a bénéficié d'une grande rénovation entre 2014 et 2015 pour 1,12 million d'euros, et ce toujours par un cabinet d'architectes. Du côté de la ligne A, elle ressemblait à ça au départ, avec son bandeau orange encore présent depuis les années 70. Les murs ont donc été recarrossés dans des tons marron et brun, censés rappeler l'opéra, qui se trouve juste au-dessus. Quant au quai de la ligne C, il a également été rénové, mais ce n'est pas trop le sujet de notre vidéo du jour. Néanmoins, historiquement, les stations des lignes A et C sont presque fusionnelles, puisque la station de la ligne C se situe directement sous la station de la ligne A. Ça explique d'ailleurs pourquoi la station de la ligne C avait été construite avec un seul quai, pour économiser de la place sous la station déjà existante.
À l'entrée de la station, en direction de la rue de la République, se trouve cette fresque représentant la place des terreaux et l'hôtel de ville. Le tout réalisé à partir de 30 000 selfies. Enfin, vers la sortie qui mène à l'annexe de la mairie, on retrouve cette grande fresque censée représenter les institutions et qui est malheureusement un peu abîmée par endroits. Pour aller jusqu'à la station suivante, Foch, la ligne A franchit le Rhône. Cependant, elle ne le franchit pas en souterrain, mais bel et bien dans un pont. En effet, lors de la construction de la ligne en 1976, le pont Morand d'époque est intégralement démoli, puis reconstruit avec des caissons pouvant accueillir le métro. D'ailleurs, si vous vous baladez près du pont Morand, à certains endroits, vous pourrez apercevoir des petits espaces, et en attendant un peu, vous verrez passer un métro. À l'heure actuelle, la station Foch est l'une des dernières stations à avoir été rénovée puisque ça s'est fait en 2025. Avant, elle était dans des tons verts, elle est désormais complètement redécorée avec des tons noirs et blancs ainsi que du jaune pour les sièges et un vrai bandeau lumineux. Vous ne le saviez probablement pas en validant votre ticket ou votre carte ici, mais la station Masséna est la toute première station du réseau de métro à avoir été équipée avec ce genre de portique d'accès. En effet, à l'ouverture du métro en 1978, il n'y avait ni portique d'accès ni tourniquet, simplement des petits valideurs mécaniques. C'est le 11 avril 2005 que la station a été équipée de portiques dans le cadre d'une expérimentation, mais à la suite de cette expérimentation, toutes les stations auront progressivement été équipées entre 2005 et 2007, y compris celles des autres lignes. La station Masséna aurait pu être beaucoup plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui, puisque lors de la construction du métro lyonnais, elle faisait partie du projet initial de Triangle des Brotteaux. Le Triangle des Brotteaux, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'était un projet qui consistait, comme son nom l'indique, en un triangle entre Masséna, Brotteaux et Charpennes. Pourquoi une antenne vers Brotteaux, me direz-vous? Tout simplement parce qu'à cette époque, la gare de Lyon-Part-Dieu n'existait pas encore, et c'était la gare des Brotteaux qui était la gare principale avec la gare Perrache. Ainsi, une fois à Masséna, certaines rames auraient bifurqué vers la direction de la station Brotteaux, puis auraient rebroussé et seraient reparties cette fois en direction de Charpennes. Depuis la cabine de conduite, on peut distinguer une petite trace du projet de branche Masséna-Brotteaux avec ce petit élargissement dans la paroi. Vous l'aurez compris, hormis avec ses débuts de travaux, la branche Masséna-Brotteaux n'aura jamais vu le jour, car d'une part, la gare et le centre commercial de Lyon-Part-Dieu devenaient urgents à desservir, et d'autre part, ça aurait été beaucoup trop complexe d'exploiter cette branche en service commercial. Ainsi, seule la bifurcation remontant vers Charpennes a été conservée, qui est d'ailleurs la prochaine station où nous allons nous rendre. La station Charpennes comporte un bon nombre de particularités, alors c'est parti pour toutes les lister de manière très scolaire. La structure de la station comporte les traces de l'ancien projet de Triangle des Brotteaux, notamment avec cette bifurcation vers l'actuelle ligne B, qui est au final assez utile puisqu'elle permet aux rames de la ligne B d'entrer et de sortir pour se diriger vers les ateliers. Cette station était originellement dénommée Charpennes-Villeurbanne, Charpennes faisant référence à la rue des Charpennes juste au-dessus, devenue aujourd'hui rue Gabriel-Péri. Elle a été renommée Charpennes-Charles Hernu en janvier 1990, en hommage à Charles Hernu, le maire de Villeurbanne décédé brutalement. La place juste au-dessus de la station a d'ailleurs aussi été renommée en son nom.
Cette station est la toute première à avoir été équipée d'ascenseurs pour les PMR, dès son ouverture en 1978. Cette station a subi, en 2016, une grande rénovation par un cabinet d'architectes, où les murs côté ligne A ont été carrossés dans des tons roses, et la partie ligne B a été carrossée plutôt avec des tons bleus, le tout avec un dégradé au blanc dans le couloir de correspondance entre les deux lignes. Cette station possède, comme à Cordeliers, un passage sous les voies, mais contrairement à Cordeliers, ici le souterrain ne ferme pas après 21 h. Et pour terminer, sur le quai direction Vaux-en-Velin-la-Soie, se trouve une œuvre d'art baptisée Le Signal, censée représenter des formations de stalagmites et de stalactites, réalisées par Alain Lavoiteau. Saviez-vous que la station République Villeurbanne s'appelait au départ simplement République et avait une décoration quelque peu différente? Cette modification de nom date du début des années 90, à la fois pour éviter la confusion avec la rue de la République, qui se situe dans le centre de Lyon, mais aussi pour rappeler que ça y est, le métro circule dans Villeurbanne et non plus dans Lyon. Cependant, il aura fallu attendre que la station soit rénovée l'an dernier, en 2025, pour que ce changement de nom apparaisse sur le bandeau lumineux de la station. Rénovation qui aura fait passer la station d'une déco vert pomme de partout à des murs décorés sur le thème de la poésie urbaine avec des tons de couleurs bleu, blanc, rouge. Bon, il faut que je vous l'avoue, le tournage des plans des stations Gratte-Ciel et Flachet a été plus compliqué que ce que je pensais. Ces deux stations doivent être rénovées courant 2026, seulement voilà, je ne pensais pas que les travaux seraient déjà commencés au moment du tournage. Ainsi, même s'il n'était pas accessible, la station Gratte-Ciel est la troisième station à posséder un passage souterrain sous les voies. Difficile d'expliquer pourquoi Cordeliers et Gratte-Ciel ont hérité de ce type de passage et non pas d'autres stations. Côté artistique, la station possède une œuvre d'art sur chacun de ses quais. Direction PRH, c'est une peinture de l'artiste Raymond Grandjean. Et direction Vaux-en-Velin, c'est un bas-relief, autrement dit une sculpture avec des faibles reliefs, comme quoi c'est dans le nom, réalisé par Armand Avril. Enfin, la station Gratte-Ciel a la particularité de posséder un vestige des premières années de vie du métro lyonnais. Ceci, une cabine de surveillance. Implantée dans bon nombre de stations et progressivement abandonnée avec la centralisation de la surveillance du métro, ces petites cabines accueillaient généralement un agent de station, présent aussi bien pour surveiller la station que pour renseigner les usagers ou gérer les situations d'urgence. Vous ne vous étiez peut-être jamais posé la question de savoir pourquoi la station Flachet à Lingil s'appelle comme ceci. Eh bien, dans ce nom se cachent deux hommages. Le premier, depuis l'origine de la station, il est pour Pierre Flachet, adjoint au conseil municipal de Lyon dans les années 1860-70 et qui a grandement contribué au développement du quartier de Villeurbanne. Le deuxième hommage, plus récent, il est pour Alain Gilles, un joueur de basket qui a longtemps joué et entraîné le club de basket de Villeurbanne et qui est décédé en 2014. Vu la proximité de la station avec la Maison des Sports, il était plus que logique de rendre hommage à une figure sportive de la ville. En revanche, ici ce changement de nom est virtuel et absent des bandeaux de la station, à voir s'il sera rajouté lors de la rénovation qui est en cours. Avant de continuer, il faut que je vous parle d'un truc.
Depuis qu'on a passé la station Charpennes, toutes les stations qu'on a vues sont un peu plus longues que ce qu'elles paraissent. En effet, que ce soit à République, Gratte-Ciel, Flachet ou QC, au bout de chacune des stations se trouve un petit espace non aménagé, mais qui pourrait être utilisé en cas d'allongement des quais. Ces espaces ne sont pas là pour rien, mais sont des traces du projet initial d'avoir des rames de métro à 4 voitures, qui ne s'est finalement pas fait pour des raisons logistiques et économiques, mais qui pourrait être amené, pourquoi pas, à être fait d'ici 2030. La station QC est la seule station sur la ligne à posséder une mezzanine au-dessus de ses quais. Cette mezzanine permet de compenser la pente du terrain à cet emplacement en regroupant les sorties du même côté. Mais au fil du temps, elle est aussi devenue un passage pour traverser plus facilement le cours Émile Zola, y compris pour les gens qui ne prennent pas le métro, vu le nombre de voitures qui passent sur cet axe. On notera que cette mezzanine est très similaire à celle de la station Brotteaux sur la ligne B. L'absence de mezzanine dans toutes les autres stations de la ligne A est une décision clairement volontaire. Dans son livre intitulé La Grande Traboule, René Waldman, l'ingénieur qui aura dirigé la construction du métro de Lyon, dit, je cite, « Il faut renoncer à la conception parisienne classique de 2 niveaux, un premier étage superficiel donnant accès à une salle de billets, un deuxième étage plus profond où se trouvent les quais. » Fin de citation. Ce choix se justifie par le fait que le métro de Lyon a été construit très peu profondément, au-dessus de la nappe phréatique, pour limiter les coûts. Laurent Bonnevet était, de 1978 à 2007, le terminus est de la ligne A. A l'origine, la station était décorée de panneaux jaunes avec un bandeau orange et les vitres du quai terminus étaient complètement dégagées, ce qui apportait de la clarté dans la station. Lorsqu'il a été décidé de rénover la station Laurent Bonnevet à l'automne 2007, ces vitres ont été cachées, certainement pour éviter du vandalisme ou repenser l'éclairage de la station. La rénovation de 2007 portait sur le thème du sport, les murs ont donc été repeints en vert et les couloirs d'accès ont été peints avec des fresques venant de la Cité de la Création, qui a réalisé moult fresques dans Lyon. La structure de cette station est atypique, puisqu'avant d'arriver dans cette station, le métro passe dans un pont spécialement construit pour cela, qui passe juste au-dessus du périphérique lyonnais, ce qui explique que la station ait été construite quasiment en surface. Enfin, je le disais dans mon introduction de vidéo, la ligne A est presque née par le biais de cette station. En effet, en 1976, 2 ans avant l'inauguration du métro, la station Laurent Bonnevet était déjà prête. Elle a accueilli journalistes et officiels de la métropole de Lyon lors d'une première balade en métro, mais aussi, en octobre 1976, des journées portes ouvertes pour permettre de découvrir le futur métro avec des trajets entre Laurent Bonnevet et QC. De façon non officielle, le métro aura été ouvert plusieurs fois aux Lyonnais avant l'inauguration, généralement pendant quelques heures pour des grandes occasions, d'abord gratuitement, puis en payant. Dans son livre où il raconte l'histoire du métro, René Waldman racontera même qu'en 1977, le métro était déjà prêt et qu'il aurait adoré pouvoir l'ouvrir aux voyageurs le 8 décembre 1977, pendant la traditionnelle fête des Lumières, mais que le préfet ne l'a pas autorisé, par crainte d'accidents et de bousculades. La station Vaux-en-Velin-la-Soie a bien été ouverte le 2 octobre 2007, cependant, ce tunnel-là ne date pas de 2007, mais bien de 1977. L'explication est toute simple. Ce tunnel existait, mais il n'était pas exploité en service commercial. Sur cette vidéo filmée en 1997, la rame numéro 601 circule justement dans celui-ci.
Si vous avez bien suivi cette vidéo, vous avez peut-être compris que les ateliers de maintenance et de garage du métro se situent à Vaux-en-Velin. Ce tunnel était donc parcouru sans voyageurs chaque jour pour faire le lien entre le rond-Montvey et les ateliers. Il a dû être réaménagé en 2006 pour le service commercial et la sortie de ligne vers les ateliers en voie unique a été abandonnée au profit d'une nouvelle en voie double. L'ancienne sortie est d'ailleurs toujours bien visible juste ici, avec ce décochement dans la paroi. La station Vaux-en-Velin-la-Soie est la seule station de la ligne A à bénéficier autant de la lumière naturelle. Malgré qu'elle ait été construite à ciel ouvert, la station comporte de grands puits de lumière, ce qui lui permet d'avoir de grands palmiers qui ne sont pas artificiels, mais bien réels. Dans le secteur de Vaux-en-Velin-la-Soie. Les circulations de ce pays de pluie et de température. Le classement des heures de vie reste inchangé. Retrouvez toutes les informations sur l'avancée des travaux. Petit passage rapide sur la passerelle au-dessus des ateliers de garage et de maintenance du métro de Vaux-en-Velin pour en parler. Construits dès 1975 pour accueillir le métro, ces ateliers n'ont cessé de s'agrandir puisqu'ils accueillent aujourd'hui les 31 rames MPL75 de la ligne A et les 36 rames MPL16 de la ligne B. Pour résumer, ici c'est le garage des rames quand elles ne sont pas en ligne. Quant à ce bâtiment, il contient à droite les garages de quelques rames MPL16, puis en allant vers la gauche, les ateliers de maintenance / réparation du métro. Enfin, au premier plan, on aperçoit le hall de lavage pour nettoyer les rames, et une petite curiosité, les caisses de la rame MPL75 numéro 608, la toute première arrivée à Lyon, mais qui a été radiée en 2018 à cause d'un incendie, et est décorée par de talentueux artistes. Et nous voilà de retour vers la station Vaux-en-Velin-la-Soie, puisque la ligne A devait normalement continuer sa route sur l'emprise des chemins de fer de l'Est, juste ici, jusqu'à Dessines, voire même Meyzieux. Et oui, cela explique d'ailleurs en partie pourquoi le métro lyonnais roule à gauche, comme les trains SNCF. Le métro aurait dû s'adapter à la sortie de la station Vaux-en-Velin-la-Soie et devenir un métro aérien sur l'emprise des chemins de fer de l'Est. Le problème avec tout ça, c'est que d'une part, le maire de Dessines de l'époque n'est pas du tout favorable à cela, et d'autre part, les urbanistes ne souhaitent pas forcer le développement de Dessines et de Meyzieux, car d'autres projets de villes nouvelles sont déjà en cours dans les années 70. C'est donc finalement la ligne de tramway T3 qui reprendra le tracé de l'ancienne ligne des chemins de fer de l'Est, en allant de Pardieu jusqu'à Meyzieux, le tout avec une antenne pour desservir le Groupama Stadium. On est donc arrivé au terme de tout ce que j'avais à vous dire sur cette ligne A, puisque c'est désormais le tramway qui a le vent en poupe à Lyon. Notre ligne A semble donc condamnée à rester encore cantonnée un grand nombre d'années au trajet Perrache-Vaux-en-Velin. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et pourquoi pas à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite.